D'abord, je dois remercier le Parti de la gauche européenne et le groupe de la gauche unie pour cette invitation. Mon intervention sera articulée sur 4 points. D'abord, un point très rapide sur l'économie marocaine et son ouverture très libérale et fortement insérée dans l'espace européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des accords négociés à huis clos, la démocratie au placard, des conséquences économiques, sociales et environnementales désastreuses, des accords de libre-échange, et les perspectives pour les luttes des peuples de la région. Alors, le premier point, dès l'indépendance formelle du Maroc, les classes dominantes ont choisi de renforcer l'insertion du pays dans l'économie mondiale et en particulier au vaste et riche marché européen. Suite à son adhésion en mai 1987 au GATT, traité de Marrakech, puis en avril 1994 à l'OMC, le Maroc a conclu en 1996 l'accord de libre-échange avec l'Union européenne qui est entré en vigueur le 1er mars 2000. L'objectif était la création d'une zone de libre-échange industriel à l'horizon 2012. Celui-ci concerne exclusivement les produits manufacturés. S'agissant des produits agricoles et de la pêche, la libéralisation de leurs échanges commerciaux a fait l'objet de négociations distinctes et est entrée en vigueur en octobre 2012. Ce processus s'inscrit dans le cadre d'une politique de libéralisation économique entamée depuis mi-1980, consacrant l'insertion du Maroc dans les courants d'échange et d'investissement internationaux comme choix stratégique irrévocable. Cette tendance s'amplifie par le lancement des négociations sur l'accord de libre-échange complet et approfondi à l'ECA. Alors, il y a un certain nombre d'accords, je ne vais pas tous les citer. Je voudrais juste m'arrêter sur la question concernant le Sahara occidental, qui a provoqué pratiquement une suspension des relations du Maroc avec l'Union européenne et le report de nombreuses réunions au niveau technique et un ralentissement des négociations sur la LECA et les questions migratoires. Alors, il y a des accords sur l'immigration, etc. Je ne vais pas vous faire perdre du temps sur ça. Je crois que c'est relativement connu. Selon la Banque mondiale, le Maroc est aujourd'hui l'un des pays dont l'économie est la plus extravertie, avec un taux d'ouverture supérieur à 65% pour la période 2008-2013, soit un taux supérieur à celui de l'Égypte, 39,5%, de l'Inde, 36,6%, de l'Argentine, 35,8%, avec un niveau d'importation bien plus élevé que celui des exportations. Le point sur lequel je voudrais insister plus, c'est ces accords, comment ils sont déjà négociés. En général, ils sont négociés à huis clos et les peuples ne sont pas informés. En particulier l'ALECA qui devrait bouleverser, puisque ça serait les normes et les règles européennes qui seraient appliquées au Maroc, devrait bouleverser les règles. Donc toute notre souveraineté serait remise en question concernant notre santé, l'alimentation, l'environnement, le droit des salariés, les données personnelles, les services publics, le commerce, l'agriculture. Bref, tout le fonctionnement de notre société va être bouleversé par ces accords de l'ALECA. Et pourtant, rien ne transpirait au cours des négociations. Que négocie le Maroc dans le cadre de l'ALECA? Qui négocie au nom des Marocains? Quel est le planning des négociations? Personne ne peut apporter de réponse précise à ces interrogations. Le mandat des négociateurs marocains et les projets à partir desquels ils travaillent demeurent secrets. Face aux nombreuses plaintes des médias marocains, la Commission européenne, le Parlement européen
en collaboration avec le ministère de la Communication marocain et l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, ont organisé des visites pour des délégations de journalistes à Bruxelles en octobre 2013. L'état des lieux des négociations y a été présenté, les points en suspens aussi, mais sans entrer dans le détail du contenu de ces accords. Donc le contenu reste toujours inconnu. Le déroulement des négociations sur l'ALECA montre le blackout qu'impose la Commission européenne sur ce droit fondamental des citoyens à l'information. Sur les sites de la Commission, comme du Parlement, ainsi que sur celui de la délégation de l'Union européenne à Rabat, seuls quelques communiqués laconiques annoncent la tenue de rounds de négociations. Face aux inquiétudes de quelques députés européens et ONG marocaines, la délégation de l'UE, de l'Union européenne à Rabat, a fini par publier un document de questions-réponses sur l'ALECA. Cependant, ces réponses restent dans le domaine des généralités et n'apportent rien de concret sur le sujet. Côté marocain, les parlementaires ne posent et ne se posent pas de questions. Par contre, les grandes multinationales que nous, à la Voie démocratique, nous appelons les multicoloniales, pas les multinationales, les multicoloniales, ceux-là, ils sont bien informés. Si les citoyens ne sont pas consultés, les entreprises, elles, sont partie prenante de ces négociations. Dans le cas de l'ALECA, il a suffi de légères pressions de la Confédération générale des entreprises du Maroc, c'est l'organisation patronale au Maroc, pour qu'elle soit impliquée dans les négociations. Les grandes entreprises européennes sont également omniprésentes dans ces rounds. Rien n'est plus dangereux pour la démocratie que l'alliance des capitalistes des deux bords de la Méditerranée. À ce contexte marocain s'ajoute une tendance internationale réduisant l'accès à l'information lors de négociations d'accords commerciaux. Le culte du secret, devenu la règle dans les accords commerciaux en négociation par la Commission européenne est devenu la règle dans les accords commerciaux en négociation par la Commission européenne depuis des années. Sans Wikileaks, les contenus de l'ACTA, du traité de libre-échange transatlantique TAFTA, du partenariat transpacifique TPP, n'auraient jamais été révélés aux citoyens. Ces révélations ont montré l'ampleur des dangers que représentent de tels accords sur l'accès aux soins, à la culture et aux services publics. Au nord comme au sud, la question démocratique est au cœur de la lutte contre ces accords de libre-échange. Alors maintenant, je vais parler un peu des conséquences désastreuses de ces accords. L'Union européenne a imposé au Maroc une spécialisation économique, essentiellement dans la production de matières premières ou demi-produits minéraux et produits agricoles très voraces en consommation d'eau, oranges, pastèques, tomates. Ces produits soumis en plus à des conditions draconiennes, contingents, calendrier d'exportation énormes, contraignants, ainsi que dans les dernières opérations de production industrielle, montage des voitures en particulier, ou la fabrication d'accessoires pour les voitures et les avions. Une spécialisation à faible valeur ajoutée qui s'accompagne d'une surexploitation de la main-d'œuvre et de la destruction de l'environnement, en particulier des ressources hydrauliques. Cette absence de développement pousse les meilleurs cadres marocains à émigrer vers l'Europe et les jeunes en général à émigrer clandestinement au risque de leur vie. De plus, cette spécialisation induit une très forte dépendance pour les produits alimentaires de base, blé, lait, sucre, huile. Cette spécialisation économique génère un déficit structurel de la balance commerciale avec l'Union européenne, aggravant la dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Union européenne et dont les répercussions sociales sont graves. À cela s'ajoute l'imposition
des politiques néolibérales par les institutions financières internationales et l'Union européenne, conduisant au démantèlement ou la privatisation du secteur public, en particulier les services publics, la remise en cause des rares acquis sociaux, Code du travail et autres législations sociales, et renforçant la détérioration de la situation sociale des masses populaires et de l'environnement. Précarité du travail, baisse des salaires, flexibilité dans l'application du droit du travail, accentuation de l'exploitation des travailleurs et travailleuses, quasi-absence de protection sociale. Conditions de travail inhumaines, surtout pour les femmes, salaires inférieurs à ceux des hommes, harcèlement sexuel fréquent, transport collectif défectueux dans des conditions atroces et conduisant souvent à des accidents routiers mortels. Dernièrement, à Stuttgart, il y a eu deux fois des accidents où plusieurs femmes sont mortes lors de leur transport, amassées comme pire que des bêtes pour aller au travail. Pillage des ressources naturelles, matières premières, ressources halieutiques et hydrauliques, déclin drastique du nombre de paysans et de paysannes et exode rural massif vers les villes, gonflant l'armée de réserve industrielle, pesant sur les salaires modiques et alimentant une spéculation immobilière effrénée au détriment de l'investissement productif. La nature n'a pas été épargnée non plus, car les accords de libre-échange portent atteinte à la protection de l'environnement et au bien-être animal. Faillite de l'enseignement et du système de santé publique. Chômage de masse touchant aussi les diplômés de l'enseignement supérieur. Sur le plan politique, alignement fréquent sur les positions de l'Union européenne, rôle de gendarme protégeant ses frontières sud. En résumé, les accords de libre-échange sont des accords coloniaux, pensés en fonction des intérêts des pays occidentaux et de leurs entreprises, et surtout les multicoloniales, ce que j'appelle les multicoloniales. Ils ont contribué à démanteler les services publics, détruire le tissu productif industriel comme agricole, creuser le déficit de la balance commerciale, générer la dépendance alimentaire. Ils permettent aux entreprises de l'Union européenne de profiter des exonérations fiscales, de la main-d'œuvre et des terres bon marché dans les pays du Sud. Les accords de libre-échange, couplés avec le service de la dette, sont des instruments coloniaux de domination des peuples. Ils contribuent à affaiblir la souveraineté politique de notre pays. Au Maroc, ces accords servent aussi les intérêts des grands propriétaires fonciers, de la grande bourgeoisie mandataire des multicoloniales, qui sous-traitent pour le compte des multicoloniales, et de l'État makhzen prédateur, qui combattent tout développement économique et social autonome de notre pays et renforcent le despotisme nécessaire pour imposer au peuple les répercussions économiques et sociales désastreuses de ces accords. Perspective des luttes des deux rives. Il est clair que l'Union européenne est, pour l'essentiel, une construction servant les intérêts des multicoloniales et non des peuples. En conséquence, il serait illusoire de croire en la possibilité de relations équitables entre l'Union européenne et les pays du Sud en l'état actuel des choses. Ce n'est que par la lutte des peuples de l'Union européenne pour une Europe à leur service et des peuples du Sud pour la souveraineté nationale et la démocratie que les conditions de relations équitables seront réunies. Dans ce cadre, les mouvements de gauche doivent se ressaisir et s'unir pour accentuer le combat vers un monde de justice et de dignité humaine. Ce combat pourrait s'articuler autour des axes suivants. Premièrement, exiger la tenue d'un débat public et démocratique au sujet des objectifs et répercussions de tout accord.
une totale transparence des négociations et une procédure démocratique pour décider de la validation ou du rejet de tout accord. Deuxièmement, remettre l'être humain et l'universalité des droits humains au cœur des échanges sociaux et bilatéraux entre États, en faisant de la solidarité internationale notre grande devise. Dans ce cadre, renforcer les mouvements de la société civile qui se battent pour les droits humains, l'environnement, le développement, le féminisme. Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination. Soutenir la lutte du peuple marocain pour la démocratie, la souveraineté nationale et la défense des droits et acquis sociaux. S'inspirer des blocs régionaux qui permettent au peuple de mieux se protéger, tels que l'ALBA de l'Amérique latine. En Amérique latine, ils ont des accords beaucoup plus équitables entre pays de l'Amérique latine dans le cadre de l'ALBA. Encourager les initiatives visant à développer le commerce équitable en développant les circuits locaux d'échange de produits agricoles, faisant vivre les produits dits de terroir, élargir les champs de l'économie sociale, les systèmes d'échange locaux ou les réseaux de troc pour remettre en cause le système commercial mondial capitaliste. Et enfin, côté migratoire, le travailler et vivre ensemble, entre guillemets, était longtemps confondu avec un droit à la différence, dénué de toute adhésion à l'espace commun, ce qui s'entend souvent en établissant des frontières internes, favorisant le communautarisme, chacun dans son ghetto. Notre avenir commun est dans l'égalité des droits, le combat pour une société juste qui retrouve ses valeurs de laïcité et de terre d'accueil. Il est à notre portée de démolir ces murs de peur et de stéréotypes érigés par le capitalisme vers un monde de justice, de démocratie, de paix et de fraternité. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.